Ok. Bon, ben, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à la formation sur le fuzzing. C'est notre première vraie formation de la session d'hiver. Donc, faudrait que je sois capable de changer la souris était fermée. Ok. Plan de la séance. On va voir c'est quoi le fuzzing. Après ça, on va voir. Ouais, c'est ça. On va essayer de partir un peu un petit peu plus loin, peut-être un petit peu plus beginner friendly pour savoir exactement c'est quoi le fuzzing, puis on va avoir une idée comme plus claire en tête de c'est quoi. Pour ça, on va voir c'est qu'est-ce qu'on peut fuzzer. Après ça, on va parler des cas de test. Fait que le fuzzing, ça fonctionne beaucoup avec des cas de test. On va voir c'est quoi, puis on va voir comment produire des cas de test. On va parler de AFL, American Fuzzy Lop, que c'est un des outils les plus utilisés pour faire du fuzzing. On va voir c'est quoi le fuzzing workflow, comment que ça se passe quand tu veux fuzzer quelque chose, c'est quoi comme ta démarche. On va parler d'optimisation parce que c'est une grosse partie du fuzzing, c'est un petit peu la raison pourquoi ça peut être un peu plus difficile. Donc c'est facile de faire du fuzzing mal, mais faire du fuzzing bien, c'est difficile. Fait que tout ça, c'est à cause de l'optimisation. On va parler de ça. Pour ça, tout petit peu parler du fuzzing puis de l'intégration dans un CI/CD, donc dans du déploiement en continu, c'est ça. Non, intégration en continu. CD, c'est déploiement. CI, c'est. En tout cas, bon. Puis la pratique, comme d'habitude. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, à lever la main. Non, vous pouvez poser la question à la fin aussi, peu importe. Ok, bah, toutes les sources pour la présentation, il y en a quand même beaucoup dans le fond, là. En fait, je vais tout de suite aller à la prochaine page. Disclaimer, j'ai aucune idée de qu'est-ce que je fais. J'ai absolument aucune expérience en fuzzing. Puis cette présentation-là, j'ai rien inventé. C'est pas du tout tiré de mon expérience. C'est purement une liste de tutoriels, puis de blogs, puis de recherches sur Google que j'ai faites pendant les 2 dernières semaines, que j'ai toutes condensées dans une présentation. C'est ça mon disclaimer. Fait que c'est vraiment rien d'original, c'est vraiment juste du copier-coller de ce que j'ai trouvé sur Internet. Qu'est-ce que le fuzzing? Ben, ce que vous risquez de connaître, qui est le plus proche du fuzzing, c'est les tests unitaires. Si vous n'avez pas encore fait de tests unitaires, vous êtes probablement à votre première session, puis normalement, dans le premier cours d'introduction à la programmation, vous êtes obligé vers la fin de la session de faire des tests unitaires. Les tests unitaires, bon, c'est quoi au cas où vous ne savez pas? J'ai ma fonction que j'ai faite ici, qui s'appelle addition, qui additionne deux integers, donc deux chiffres. Et maintenant, j'ai une fonction de test qui teste ma fonction, qui donne 5 puis 6, puis qui check si la fonction elle retourne 11. Puis si la fonction elle retourne 11, ça veut dire que ma fonction elle fonctionne comme qu'elle est supposée. Puis sinon, ça veut dire que la fonction elle suce. Ça, c'est les tests unitaires. Après ça, là, normalement, si vous êtes un bon développeur, vous ne faites pas juste tester si ça retourne la bonne affaire, mais vous testez aussi qu'est-ce qui arrive si je rentre quelque chose que je ne suis pas supposé. Fait que là, le premier test que je viens juste de montrer, il est en haut, mais là, tout de suite en dessous, j'ai qu'est-ce qui arrive si j'additionne 5 avec A, puis qu'est-ce qui arrive si j'additionne A avec B. Puis là, ici, ça dit if résultat, là, dans le fond, j'ai écrit ma fonction pour que, normalement, si je mets un A ou un B, dans le fond, si je mets une chaîne de caractères, c'est supposé me retourner une erreur, c'est pas supposé me retourner quelque chose. Fait que c'est ça que les développeurs devraient faire. Normalement, quand vous êtes un bon développeur, vous écrivez votre code, puis vous écrivez vos tests. Puis vos tests sont supposés pas juste tester, voir si le code fonctionne, mais tester aussi s'il répond bien au fait que vous y envoyez quelque chose qui est pas supposé. Comme. Fait que là, on rentre dans le concept de code coverage. Puis le code coverage, c'est le pourcentage du code que vous avez écrit qui est couvert par les tests unitaires. Fait que comment ça marche, le code coverage? C'est plus compliqué que... Ben, compliqué. Disons, c'est plus complet que juste penser à quel pourcentage de mon code est couvert par les tests unitaires. Mais en fait, on peut comme regarder le pourcentage de plein de choses différentes. Fait que premièrement, le pourcentage des statements, donc c'est les déclarations qui sont exécutées. Donc quand vous déclarez des variables, il y a combien de variables que vous avez déclarées qui sont utilisées dans vos tests unitaires.
On a le concept de branche qui est exécuté, puis ça, c'est un concept, en fait, c'est probablement le plus intéressant qu'il y a dans ce tableau-là, c'est qu'on veut savoir le pourcentage des branches qui est couvert par les tests. Fait que si on a un if, ça nous crée deux branches. Il y a le cas où est-ce que if est true, puis if est false. Fait que ce que vous voulez normalement, c'est que dans vos tests unitaires, vous couvrez si toutes les if, vous couvrez tous les cas où est-ce que les if sont true, puis les if sont false, puis vous couvrez comme tous les chemins d'exécution possibles de votre programme. Ensuite, on a le pourcentage des fonctions qui sont appelées. Fait que là, normalement, vous devriez au moins avoir 100% partout. Vous devriez au moins tester chaque fonction. Puis le pourcentage des lignes qui sont exécutées aussi. Puis là, ce qui va attirer un peu notre attention ici, c'est les deux cas ici, qui sont en rouge ici. En fait, c'est bizarre parce que on a 100% des fonctions et des lignes qui sont exécutées par nos codes unitaires, sauf qu'on a quand même juste 60% de nos branches qui sont testées. Fait que là, c'est ça qu'on va vouloir. C'est ça qui nous intéresse, nous autres, dans le fond. C'est ça qui nous intéresse quand on fait du fuzzing. On veut essayer d'atteindre ces espèces de chemins-là que les développeurs pensent qu'ils ont tout testé, mais dans le fond, ils ont des parties du flow d'exécution, même si tout le code a déjà été exécuté dans les tests unitaires, ben, il existe quand même des possibilités de flow d'exécution bizarres que les tests unitaires n'ont pas couvert, puis que nous autres, on veut couvrir pour voir si ça donnerait un résultat étrange. Dans le fond, on veut couvrir le plus de possibilités d'exécution du programme possible. Fait que là, les développeurs, eux autres, ils font leurs tests unitaires du mieux qu'ils peuvent, avec le temps qu'ils ont, parce que quand on développe, on n'a pas tout le temps de faire des bons tests unitaires de qualité. Fait qu'après ça, il y a souvent une autre étape, que c'est les QA, ou les qualités d'assurance en français. Fait qu'il va y avoir quelqu'un, que c'est un ingénieur QA, qui va faire des tests sur l'application. Fait que ça, c'est un meme que vous avez peut-être déjà vu, ou qu'il passe sur Twitter depuis comme les 20 dernières années. C'est un QA engineer va dans un bar, il commande une bière, il commande 9E99 bières, il commande NAN bière, il commande 2 milliards de bières, il commande drop table bière, puis là, il se fait kick out. Dans le fond, un QA engineer, là, ça décrit bien qu'est-ce que ça fait. Ça va essayer de rentrer plein d'affaires bizarres dans ton application, puis il va essayer de générer des crashs. Ben, dans le fond, le fuzzing, c'est un peu comme ça, mais comme encore plus intense. Le fuzzing, c'est comme le niveau au-dessus des tests de QA. Puis, en fait, on va tout de suite se diriger à la définition du fuzzing. Dans le fond, c'est des tests de données aléatoires. Fait que le problème, c'est que quand on a un QA engineer, il va tester pour plein d'affaires que lui, il connaît, sauf qu'il va probablement pas tester une espèce de chaîne full bizarre aléatoire que juste ce caractère-là en particulier, si tu le rentres à cette place-là, ça fait crasher ton programme pour une raison bizarre. Lui, l'ingénieur QA, il sera pas capable de trouver ça, mais le fuzzer, lui, il va être capable de le trouver parce qu'il va faire des milliers de requêtes par seconde avec des données aléatoires, puis il va juste attendre que ça crache. Son seul but, c'est de faire crasher l'application en envoyant plein de données bizarres. Bon, fait que je vais finir de lire la définition Wikipédia. C'est une technique pour tester des logiciels. L'idée, c'est d'injecter des données aléatoires dans les entrées du programme. Puis là, on va voir plus en détail le concept de données aléatoires puis le concept de entrée d'un programme. Si le programme échoue, s'il crache, s'il génère une erreur, ben alors ça veut dire qu'on a des défauts à corriger. Ça veut dire qu'on n'a pas handle toutes les possibilités d'entrée bizarres qu'il y a dans le programme. Fait que ça veut dire qu'il y a un problème à quelque part dans notre programme, puis il faut qu'on le fixe. Ça aussi, on va le voir plus tard, quel genre de problème que ça peut créer. Puis des exemples de points d'entrée, on va en parler tantôt, mais quand même, ça peut être des fichiers, ça peut être des périphériques, donc ça peut être, disons, entrée par le clavier, ça peut être des données entrées par l'utilisateur, des endroits où on clique avec la souris, des choses comme ça. Ça peut être les variables d'environnement, ça peut être dans le réseau, fait que ça peut être dans les protocoles, ça peut être tout plein d'affaires. C'est quoi les avantages du fuzzing? C'est qu'on couvre des cas qui sont souvent ignorés par les tests unitaires puis par les tests de QA. Puis le plus gros avantage, ben en fait c'est quand même un gros avantage le fait que ça couvre des affaires que les autres couvrent pas, mais un des plus gros avantages, c'est que c'est automatisé. Fait qu'il y a quelqu'un que, en fait, j'ai écouté une vidéo de tutoriel sur le fuzzing. Là, en ce moment, je suis en train de quote la vidéo qui est en train de quote ce gars-là. Puis ce gars-là, à un moment donné, il
You can find bugs in your sleep. Puis il y a du monde qui font, en fait, il y a beaucoup de gens qui font littéralement ça. Ils font du bug bounty, fait qu'ils sont payés pour trouver des vulnérabilités dans des programmes. Puis ils font juste faire faire runner leur ok. Faire runner leur fuzzer pendant qu'ils dorment, puis ils trouvent des bugs. Fait que ça, c'est bien, parce que nous autres, on aime ça, faire de l'argent pendant qu'on fait rien. Puis, ça peut être intégré à un pipeline d'intégration en continu. Fait que ça aussi, c'est bien, plus du côté entreprise, dans le fond. C'est le genre de test que tu peux intégrer quand tu... En tout cas, on va en parler tantôt, mais c'est bien parce que c'est automatisé, fait que t'as pas besoin d'avoir quelqu'un qui fait les tests comme activement. OK. J'espère que c'est quand même une définition relativement claire de c'est quoi le fuzzing. Maintenant, vous vous demandez peut-être qu'est-ce que je peux fuzzer. Comment est-ce que je fais ça? En fait, on peut fuzzer n'importe quel niveau d'une application. Qu'est-ce qu'on veut dire par un niveau d'une application? Ou niveau d'un programme? C'est par exemple, j'ai une application web qui utilise des JWT ou des JSON Web Token. Pour l'authentification, un JWT, si vous savez pas c'est quoi, ça ressemble à ça. Ça a l'air d'être un gros blob de n'importe quoi, mais en fait, non, c'est des données quand même très clairement définies. En fait, chacune des couleurs différentes ici, puis j'espère que vous n'êtes pas daltonien, si c'est le cas, je m'excuse. C'est séparé par des points. Fait qu'il y a 3 blocs séparés par des points. Ben, c'est du JSON qui est encodé en base 64. Et comment ça fonctionne? C'est utilisé pour de l'authentification. Fait que quand vous vous loguez à un site web, c'est ça qui est utilisé comme cookie de session. Fait que vous vous loguez, le site vous envoie le JWT, puis après ça, chaque fois que vous accédez au site, vous lui envoyez le JWT pour vous authentifier. Fait qu'on revient avec notre JWT. Chacun des blocs, ben, c'est du JSON comme ça avec des données dedans. Fait que qu'est-ce qu'on pourrait fuzzer dans ce cas-ci? Mais on pourrait fuzzer chacune des données indépendamment. Fait que ça, c'est l'algorithme qui est utilisé pour vérifier que le JWT n'a pas été changé, parce que sinon, je pourrais juste changer mon nom, puis là, l'application pensait que je m'appelle différemment. Fait que dans le fond, ça, c'est les données, c'est le payload, les données qui sont utilisées par l'application. Celui-là qui est au bout ici, c'est l'algorithme qui est utilisé pour vérifier que ça, je ne l'ai pas changé. Puis le hash ici, qui est la dernière partie là, ben c'est comme ça qui vient valider ça. Fait que ça me dit quel algorithme que j'ai utilisé. Puis ça, c'est ce qui valide directement. OK. Mais c'est pas si important que ça. On n'a pas besoin de comprendre comment que les JWT ça fonctionne. On a juste besoin de comprendre que dans le fond, on peut absolument tout fuzzer. Fait qu'on pourrait fuzzer l'algorithme qui est utilisé pour vérifier le JWT. On pourrait fuzzer le type, pourquoi pas. N'importe quelle donnée qui est là-dedans. On pourrait aussi fuzzer ça. On pourrait essayer de rentrer. Dans le fond, quand je dis fuzzer, je veux dire rentrer plein de données aléatoires. On pourrait essayer de fuzzer tout le JSON au complet. Parce que je pourrais vouloir tester comment que l'application réagit quand on lui donne du JSON qui est pas valide. Comme, qu'est-ce qui arrive si j'enlève cette bracket-là? Est-ce que l'application va cracher parce qu'elle comprend pas qu'est-ce qui se passe parce qu'elle n'a pas le bracket qui finit? Fait que ça aussi, c'est quelque chose qu'on pourrait vouloir tester. On pourrait vouloir tester le hash, peut-être si le hash est trop long ou trop court, ou s'il y a des symboles bizarres dedans, peut-être ça va faire cacher l'application. Puis je pourrais juste, en fait, poser tout ça au complet. Qu'est-ce qui arrive si j'ai pas le même nombre de points que ce qu'il demande, ou si c'est trop long, ou si c'est trop court, ou s'il y a des caractères bizarres au travers. Ça aussi, je pourrais décider de le fuzzer. Fait que n'importe quelle entrée, puis n'importe quel niveau de l'application, je peux tout fuzzer ça. Fait quelle entrée qu'on peut fuzzer? Ben, les entrées des utilisateurs. Fait que le nom d'un utilisateur, un mot de passe, une clé d'activation, ça c'est un concept quand même intéressant. C'est si si j'achète, supposons, je sais pas, Adobe professionnel, quelque chose de genre, là, puis il me donne une clé d'activation, là, c'est plus, ça fait un peu 2010, là, mais peut-être qu'il y en a qui fonctionnent encore de même, là. Mais ce serait intéressant de voir qu'est-ce qui arrive si on fuzz la clé d'activation. Peut-être qu'on est capable de générer des clés qui n'existent pas, mais qui fonctionnent pareil. Ensuite, c'est pas nécessairement des trucs qui sont rentrés directement par l'utilisateur, mais des choses qui font partie du système, fait que les variables d'environnement du système, ou des fichiers pris en entrée. Supposons qu'on a un PDF viewer, ben je peux y rentrer plein de PDF bizarres, des images, des PDF pour
les applications qui utilisent ça en entrée. Des fichiers de configuration aussi, ça peut être des choses qui sont intéressantes à faire. Plein d'affaires comme ça. Fait que vraiment, n'importe qu'est-ce qui rentre dans l'application, on peut le fuzzer. Fait que les cas de test. Maintenant, on peut fuzzer ça, mais on fuzz ça avec quoi? Qu'est-ce qu'on rentre dans l'application? Depuis tantôt, je parle de données aléatoires, mais est-ce que c'est vraiment des données aléatoires? Ben, c'est ça la question. Données aléatoires, point d'interrogation. Jusqu'à maintenant, ben, on assume qu'on envoie plein de données aléatoires dans les entrées, mais en fait, là, les données purement aléatoires, c'est comme vraiment, vraiment inefficace. C'est pas ça qu'on veut faire. Pourquoi c'est inefficace? Ben là, supposons que j'ai un fichier binaire qui s'appelle login, qui prend un argument -u, puis c'est le nom d'utilisateur. Là, j'y envoie plein de données aléatoires, des noms d'utilisateurs aléatoires. Ben, il va juste toujours me répondre, supposons qu'il y a une limite sur la taille du nom d'utilisateur, et que le premier me répond que c'est trop long. Ben là, moi, je suis un humain, fait que je sais que ça sert à rien de tester. T'sais, même si j'y rentre une chaîne de caractères de 600 caractères de long, il va juste encore me répondre username too long parce que probablement qu'il y a juste quelque chose qui valide la longueur, puis si c'est pas la bonne longueur, ben le programme termine. Mais là, si on fait juste fuzzer avec des données aléatoires, ben ça nous prend une façon de comme détecter ça. T'sais. Fait que si on a juste des données aléatoires, c'est pas pertinent parce qu'on va avoir beaucoup de nos données qui vont toutes nous donner le même résultat, fait qu'on veut pas ça. Deuxième exemple. Ici, bon, la commande, pas besoin de comprendre exactement ce qu'elle fait. Là. Dans le fond, uRandom, c'est des données aléatoires. Je mets ça dans un fichier JPEG. Puis après ça, j'essaye de passer mon fichier JPEG à un programme qui s'appelle JPEG to PNG, qu'on en déduit que ça fait une conversion de JPEG vers PNG. Mais là, ça va juste toujours me répondre que mon JPEG n'est pas valide parce que je viens juste d'y envoyer des données aléatoires. Fait que c'est vraiment inefficace parce que si je voulais tester la façon dont le programme il handle des fichiers JPEG, ben il faudrait juste que j'espère que mon programme, à un moment donné, par pur hasard, génère un JPEG valide. Fait que clairement, on veut pas ça. Fait qu'on veut pas générer des données purement aléatoires. Fait que là, il y a des gens qui ont fait quelque chose qui s'appelle le fuzzing par mutation. Faut que je reprenne mon souffle un petit peu parce que là, je parle vite depuis tantôt. À la place de générer des données purement aléatoires, on va plutôt partir de quelque chose qui s'appelle un corpus de tests. Un corpus de tests, c'est une liste de tests. Puis c'est un petit peu comme des listes de tests de QA. On va avoir plusieurs tests différents, puis après ça, on va juste muter ces tests-là pour générer plusieurs tests différents à partir d'un groupe de tests qu'on avait déjà. Fait que dans le fuzzing par mutation, le fuzzer va générer ses codes tests en appliquant des mutations. Fait qu'on va flipper des bits, on va changer des caractères, on va supprimer des bouts ou essayer de rajouter des bouts à un corpus de tests qu'on avait déjà. Ça permet de générer des données qui sont valides. Fait qu'ils vont être acceptés par le programme, mais d'y apporter quand même quelques petits changements en espérant toujours générer des crashs. Fait qu'on a encore le même problème. On a encore le problème que supposons qu'on a encore notre login avec le nom d'utilisateur, puis que notre nom d'utilisateur est trop long, on a beau faire plein de bit flips dedans, il va avoir encore plein de tests qui sont pas pertinents, qui vont toujours nous retourner le même résultat. Sauf que notre deuxième, j'ai pas mis de diapo pour ça, sauf que notre autre test de tantôt, où est-ce qu'on avait les JPEG, ben là, si dans mon corpus de test, j'ai au moins un JPEG qui est valide, mais là, quand je vais faire des bit flips dedans, des affaires de même, mais ça va quand même être des JPEG valides, fait qu'au moins, je vais être capable de tester cette partie-là. Mais c'est encore quand même pas full efficace. Mais c'est mieux que juste des trucs aléatoires. Fait qu'après ça, ben, y a du monde qui ont fait des fuzzers par génération. C'est quoi un fuzzer par génération? Ben, bon, ça c'est le truc que je viens juste de dire. Le problème avec le fuzzing par mutation, c'est qu'on risque encore que, dans le fond, il y a une grosse partie de nos tests qui donnent toujours le même résultat. Fait que c'est des tests qui sont pas efficaces. Puis, quand on fait du fuzzing, c'est tout à propos de l'efficacité. Parce que ça prend beaucoup, beaucoup de temps, puis beaucoup de mémoire, puis beaucoup de temps d'exécution CPU, faire du fuzzing. Fait qu'on veut pas que 50% de nos tests donnent tous le même résultat. Fait qu'on veut éviter ça. Fait qu'il y a du monde qui ont fait des fuzzers par génération. Puis ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que c'est branché sur le programme, puis ça regarde comment il réagit. Fait que ça génère des codes tests
ça modifie les codes test en fonction de comment que le programme y réagit. Fait que s'il voit que tous les codes test au-dessus de 10 caractères, le programme il répond toujours username too long, ben il va arrêter de faire des tests de 10 caractères et plus, puis il va se concentrer sur les 10 premiers caractères parce qu'il voit que c'est ça qui fait que l'application réagit différemment. Fait que pour des meilleurs résultats, le code source de l'application doit être compilé avec de l'information de debug pour mieux monitorer l'exécution. Ça, je vais en parler juste un petit peu, je vais en parler plus tantôt, dans pas longtemps. Mais dans le fond, notre fuzzeur par génération, il a besoin de comprendre qu'est-ce que le programme est en train de faire, puis il a besoin de comprendre ce qui vient juste de lui envoyer, comment que le programme a réagi. Fait que c'est beaucoup plus efficace si on a le code source, puis on le compile avec plein d'informations de debugging. Fait que comme ça, notre fuzzeur est capable de bien comprendre où est-ce qu'on est rendu dans le flow d'exécution de l'application, puis il est capable de bien comprendre à quel point il est en train de couvrir de pourcentage du code, comme le code coverage qu'on a parlé tantôt. Fait que ça permet de diminuer les impacts d'avoir un mauvais corpus de tests, parce que dans le fond, le fuzzeur par génération, lui, tu peux y partir de rien du tout, puis il va deviner comment que l'application fonctionne, puis il va générer son propre corpus de tests en fonction de comment que l'application réagit. Fait que c'est pas si grave que ça, même si j'ai un bon corpus de tests, ça va énormément accélérer mes tests parce qu'il va déjà pouvoir partir de des données qui sont valides puis pouvoir comme les modifier. Un peu comme le truc par mutation. Mais même si j'en ai pas, ben, il va être quand même capable de deviner, en analysant le flow d'exécution de l'application, c'est quel genre de données que l'application s'attend à recevoir. Ça permet de monitorer, maximiser le code coverage, comme je viens juste de dire, puis ça diminue les tests redondants. Parce qu'il va comprendre s'il fait toujours la même affaire que... En tout cas, vous comprenez. Fait qu'avec tout ça, un petit peu plus concret, on parle du American Fuzzy Loop. AFL, c'est probablement l'outil de fuzzing le plus utilisé dans le monde. C'est quoi? Ben, c'est un mutation-based fuzzer puis un generation-based fuzzer mis ensemble. Un petit peu d'histoire. Ça a été écrit en 2013 par quelqu'un qui s'appelle Michael Bolowski, qui vient de comme Pologne, fait que je sais pas prononcer son nom. Il était employé chez Google à l'époque. C'est open source, fait que vous pouvez trouver l'outil sur GitHub. Puis ça a permis de trouver énormément de vulnérabilités. En fait, ça, c'est juste une partie de tout son tableau de références de vulnérabilités que l'outil a trouvé. Puis il a trouvé puis ça, c'est juste ce qui est relevant. Fait que c'est plein d'affaires comme que Firefox ou Internet Explorer, ou dans PHP, ou dans SSH, ou dans beaucoup d'autres affaires comme Adobe Flash Player, LibreOffice. Ça a trouvé vraiment beaucoup de vulnérabilités, des vulnérabilités critiques dans des grosses affaires que tout le monde utilise. Fait que c'est vraiment cool. Fait que c'est un mélange de mutation-based et de generation-based. Et ça prend en argument un corpus d'au moins un exemple. Là, c'est dommage parce que ça, c'était une vidéo, puis là, elle roule pas. Mais en tout cas, ça montrait comment il change l'image, puis qu'il génère plein de codes test avec une seule image en entrée. Fait que ça a besoin au moins d'un corpus, de au moins un exemple. Puis après ça, il va se générer lui-même son corpus, pareil comme un fuzzeur par génération. Puis il va aussi faire la mutation de son propre corpus qu'il a lui-même généré, fait qu'il va faire lui-même des mutations sur son propre... En tout cas, et il fait tout ça par lui-même. Fait qu'il mute et génère des codes tests en fonction de l'exécution. Voici un exemple de à quel point c'est complètement fou. Ça, c'est sorti de... J'ai pas mis la référence en dessous, mais c'est sorti de la documentation de AFL. Dans le fond, ce qu'ils ont fait, c'est que... Bon, ils font un directory qui s'appelle in-directory, c'est pas important. Ils créent un fichier qui s'appelle hello, puis ils écrivent hello dedans. Puis là, ils essayent de fuzzer quelque chose qui prend des JPEG en argument. Puis avec le temps, il est capable de générer lui-même des JPEG qui sont valides juste à partir d'une string qui s'appelle hello, juste en regardant comment que l'application s'exécute, puis en modifiant pour essayer de faire que l'application s'exécute comme il faut. Il est capable de deviner c'est quoi une structure valide pour un JPEG. Tout par lui-même automatiquement. Comment on installe ça? C'est super simple. On s'en va. Bon, moi, j'installe toujours mes affaires dans /opt.
On clone le repo Git, puis on fait sudo make install, puis ça l'installe tout seul. Le fuzzing workflow. Fait que quand on fait du fuzzing, comment que ça se passe, les étapes? Là, je suis désolé pour les gens qui auraient voulu que je l'écrive en français. Le fuzzing flux de travail, ça sonnait vraiment mal. Fait que j'ai gardé fuzzing workflow pareil. Choisir, ça c'est... Fait que ça va être la première étape. Ben, il faut décider qu'est-ce que vous allez fuzzer. Fait que AFL, c'est particulièrement bon pour les programmes en C et en C++ parce que AFL a son propre compilateur. Fait qu'il va compiler le C et le C++ en mettant toutes ces informations de debug, un peu comme je parlais tantôt. J'ai fait une faute dans mon PowerPoint, mais c'est pas grave. Le fuzzing, il est plus efficace si on peut le compiler nous-mêmes, comme je viens juste de dire, avec le compilateur de AFL. Puis on appelle ce processus-là de l'instrumentation ou instrumentalisation. En tout cas, en anglais, c'est instrumentation. Fait que ça, c'est quelque chose que vous allez voir souvent quand vous faites de la recherche sur Google, d'affaires de même sur le fuzzing. C'est le concept de instrumentation. Puis on va même le voir plus loin dans la section d'optimisation. Mais dans le fond, ce que tu veux, c'est avoir le code source de ton application pour pouvoir modifier le code source. Mais tu ne veux pas modifier le code source pour changer comment que le code s'exécute, parce que sinon, tu vas peut-être générer des bugs qui n'étaient pas là dans l'application de départ. Mais tu veux quand même le modifier juste assez pour qu'il soit vraiment verbose, pour savoir exactement quelle ligne que tu es en train d'exécuter, puis pour vraiment optimiser ton flow d'exécution, puis ton fuzzing en général. Fait que c'est ça, puis le compilateur de AFL, il fait déjà une bonne partie de ça par lui-même. Puis, ben, comme d'habitude, le fuzzing, ça va être beaucoup plus efficace si on a déjà un corpus de tests. Fait que AFL est capable de générer son propre corpus de tests, mais ça va prendre beaucoup plus de temps que si on lui donne déjà une liste de tests. Fait que quand on choisit sa cible, c'est bien de choisir, supposons qu'on choisit quelque chose qui est open source, un repo où est-ce qu'ils ont déjà des tests dedans. Fait qu'un exemple plus concret, bien, on pourrait décider d'aller sur GitHub, prendre tous les projets qui sont écrits en C et en C++, bon, prendre ceux-là qui ont au moins 200 stars et plus pour que ce soit quelque chose de pertinent puis qu'on tombe pas juste sur des travaux d'étudiants. Vérifier si le programme se compile bien avec notre compilateur. Puis vérifier si le programme contient déjà un folder avec plein d'exemples de tests. Par exemple, qu'on a un programme qui convertit des JPEG, ben, ça se pourrait qu'on ait un dossier avec plein d'exemples de JPEG dedans. Fait que ça nous aiderait beaucoup. Sinon, il peut avoir des cas aussi de juste chercher sur GitHub comme plein d'exemples de JPEG ou plein d'exemples de fichiers YAML, ou en tout cas, il y a comme déjà sur GitHub des listes de trucs de test quand on veut tester certains inputs qui sont communs à plusieurs programmes. Maintenant, ben, on veut fuzzer, parce que c'est un peu pour ça qu'on est là. Fait qu'on va compiler l'application avec notre compilateur. Idéalement, utiliser AFL a comme plusieurs compilateurs. Mais le compilateur AFL CLang Fast, c'est lui le meilleur compilateur pour faire du fuzzing. Puis après ça, il y a comme d'autres compilateurs qui sont comme moins capricieux avec le code, mais qu'ils sont moins efficaces. Fait qu'on essaye pour cela. Si ça marche pas vraiment bien, on essaye avec l'autre compilateur que c'est AFL-G++. Après ça, on va optimiser notre corpus de test. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est maximiser le code coverage. Fait qu'on veut couvrir le plus possible notre application puis tous les chemins d'exécution, comme que je parlais tantôt, en minimisant le plus possible la taille de notre corpus. Et ben, lancer le fuzzer. Comment on fait ça? Avec des lignes de commande. Le premier, c'est juste compiler. La commande s'écrit pareil comme avec n'importe quel compilateur. Là, si vous utilisez GCC ou quelque chose comme ça, ou G++ là, pour compiler, bon, c'est pareil. Ensuite, il y a quelque chose qui s'appelle AFL CMIN, que ça diminue le nombre de tests en gardant le même code coverage. Fait que dans le fond, tu y passes -i, c'est le input avec ton directory, avec tous tes tests dedans. Puis tu y passes le programme, puis lui, il va runner tous les tests dessus, puis il va regarder est-ce qu'il y a plusieurs tests qui couvrent exactement le même path d'exécution. Puis si c'est ça, ben, il va les supprimer pour essayer de diminuer le plus possible le nombre de tests en gardant le même code coverage. Ensuite, on va y passer tmin, que il y a juste une différence de une lettre, là. AFL tmin,
on va y reprendre, dans le fond, notre pré-corpus qu'on avait outputé avec l'autre d'avant. Fait que là, c'est tous nos tests qui sont comme optimisés. Puis après ça, il va optimiser chacun des tests individuellement. Fait qu'il optimise chaque test individuellement en diminuant la taille de chacun des tests, mais en gardant le même code coverage. Fait que là, il va essayer de supprimer des affaires dans chacun des tests individuellement, puis le runner encore, puis regarder s'il y a le même code coverage. Fait qu'il va s'assurer que le test soit le plus petit possible en gardant le même code coverage. Puis finalement, la dernière commande, c'est la commande pour lancer le fuzzer. C'est AFL fuzz -i le corpus que c'est rendu notre directory avec notre corpus de tests qu'on a généré à l'autre commande d'avant. -o, il va nous sortir un output dans le fond, c'est ça qu'on va analyser, c'est ça qui est le résultat du fuzzer. Puis on y passe programme AFL, ça c'est le binary qu'on a compilé à la première étape. Arrêter le fuzzer. C'est quand même une drôle d'étape, là. Mais c'est parce qu'un fuzzer, en fait AFL en particulier, ben il va s'arrêter juste quand tu lui dis d'arrêter. Fait qu'il va juste, il peut runner pendant 10 ans s'il veut. Tant et aussi longtemps qu'on le laisse faire, il va s'exécuter. Fait qu'il faut savoir quand l'arrêter. Parce que c'est quand même faut quand même se poser la question, est-ce que je l'ai laissé runner assez longtemps ou je l'ai pas laissé runner assez longtemps? Fait que AFL utilise le concept de cycle. Puis un cycle, c'est quoi? C'est une file de tests. Mon file, c'est le mot français, mais en anglais, c'est une queue. Fait que c'est une queue de plusieurs tests, de tous les tests qu'il y a dans le corpus de tests. Puis AFL, quand il va runner ses tests, ben lui, il va générer d'autres tests qu'il va ajouter au corpus pendant son exécution. Fait qu'une fois que le cycle est terminé, ben là, il va faire un nouveau cycle avec les nouveaux tests qu'il a générés pendant l'autre cycle d'avant. Fait que AFL, disons, ne devrait pas être arrêté. C'est pas que ça va pas faire exploser votre ordinateur, là, mais c'est juste que ça va être moins efficace si vous n'avez pas au moins fait un cycle complet, parce que ça veut dire qu'il n'a même pas encore passé à travers tout son corpus de tests. Interpréter les résultats. Fait que là, AFL, il va faire ça, puis il va faire ça pendant vraiment longtemps. En fait, il va runner ça, passer à travers un cycle, ça peut prendre comme plusieurs jours, là. Fait que pendant ce temps-là, en live, il va sortir ses résultats dans le directory output, puis il va avoir crash dans output. Fait que dans le directory crashes, j'ai sûrement j'ai un screenshot l'autre d'après. Dans le fond, dans le directory crashes, il va avoir un répertoire de tous les crashs différents qui ont été générés par l'application, puis toutes les informations sur le crash. Fait que le ID, en tout cas, on va voir à la prochaine diapo. Puis, dans le fond, le nom du fichier va contenir toutes les informations sur le crash, puis le contenu du fichier, ça va être le payload qui a généré le crash. Fait que ça, c'est un screenshot que j'ai encore volé au même tutoriel que je parlais tantôt, qui montre le contenu du directory crashes. Donc, ça, c'est des noms de fichiers, même si c'est pas full clair. C'est le nom du fichier. Puis dans le fond, c'est pas full beau, mais c'est parce que toutes les informations sont dans le nom du fichier, parce que le contenu du fichier, c'est le payload. Fait qu'au début, on a le ID. Bon, c'est juste des ID différents pour chacun des crashs, c'est pas très important. Le SIG, c'est le code de signal. Mais en fait, le code d'erreur. Fait qu'ici, dans notre cas, c'est 11 le code d'erreur. Puis un 11, c'est un segmentation fault que vous avez probablement déjà rencontré si vous avez déjà programmé en C ou en C++. La source, c'est le code, pas le code, le test dans le corpus de tests. Fait que chacun des tests a un ID. Ça, on sait qu'il a généré cette erreur-là en runnant le test 56. Puis il a fait des mutations sur ce test-là. Il a fait un bit flip à la position 44, puis c'est ça qui a généré le crash. Fait que quand une application crash, ben, il faut comprendre ce qui a causé le crash, parce que sinon, ça sert à rien de faire tout ça. Puis, ben, en fait, on veut voir si c'est exploitable. C'est ça. En fait, dans certains cas, un serveur web, par exemple, il y a des cas où est-ce que juste le fait que c'est possible de faire crasher le serveur, c'est déjà une vulnérabilité. Fait qu'un serveur web, vous voulez pas qu'il puisse crasher juste si quelqu'un envoie une requête mal formée en particulier. Parce que sinon, ça pourrait faire un déni de service. Ça veut dire si je suis le gouvernement, j'ai un site web, puis il y a quelqu'un qui fait juste envoyer
une requête en particulier avec le bit flip que je parlais tantôt, puis ça fait crasher mon site web au complet. Mais ça, tu veux pas que ça arrive. Fait qu'il y a des cas où est-ce que juste le fait de crasher le programme, c'est déjà une vulnérabilité. Fait que ça, dans ce temps-là, bon, petit point on dit que ça a un impact élevé sur la disponibilité. Dans le fond, c'est une référence à la cote CVSS, là, c'est une cote pour comme dire la sévérité des vulnérabilités. Mais bref, il y a des cas où est-ce que juste le fait que ça crache, on est déjà content parce qu'on a déjà trouvé une vulnérabilité parce que c'est pas supposé cracher. Un autre exemple de vulnérabilité qui peuvent survenir à cause d'un crash, ou plutôt que le crash est un peu un indice que cette vulnérabilité-là pourrait être là, c'est les vulnérabilités de type buffer overflow. Les buffer overflow, très rapidement, l'information n'est pas sur les buffer overflow. Fait que c'est pas mal juste ça l'information que je vais vous donner aujourd'hui. Un buffer overflow, c'est une vulnérabilité qui permet de réécrire une partie de la mémoire d'un programme. Fait que c'est si votre programme alloue une variable, puis là vous écrivez de l'information dans cette variable-là, puis là vous dépassez la taille de la variable, ça se fait juste en C ou en C++ dans des programmes bizarres de même, langage. Bref, vous dépassez la mémoire qui était allouée à cette variable-là, puis là vous commencez à écraser de la mémoire de d'autres variables. Mais là, ça peut permettre d'exécuter du code arbitraire. Fait que ça, c'est une vulnérabilité qui est généralement critique. Puis quand les programmes crashent, ben, ça peut être ça la raison du crash. Fait que c'est pour ça qu'on veut savoir pourquoi que le programme a crashé. On aborde les buffer overflow dans la formation, les buffer overflow et Rust, ou plutôt Rust et les buffer overflow, je pense. Je sais pas, je m'en rappelle plus, en tout cas un des deux, sur notre chaîne YouTube, que vous pouvez aller voir si vous ne l'avez pas déjà vu. On va aussi les aborder encore plus en détail à la formation de les attaques réseau et système le 11 avril prochain. En bref, suite à un crash, ce qu'il faut faire, parce que là, on a runné notre fuzzer, on a tout fait notre affaire, on est content. Puis là, on a trouvé les crashs, là maintenant, on veut savoir, ok, mais c'est quoi la suite? Ben, c'est ça la suite. Suite à un crash, on veut ouvrir un debugger, runner notre application dans le debugger, évidemment, exécuter le payload pour causer le crash, puis on regarde dans le debugger qu'est-ce qui s'est passé. Fait qu'on va regarder le contenu des registres, on va regarder c'est quoi le code en assembleur, qu'est-ce qui est en train de s'exécuter, puis on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, puis essayer de comprendre si c'est une vulnérabilité, puis si c'est exploitable. L'optimisation. Fait que là, j'en ai parlé un petit peu quelques fois. Le fuzzing, c'est toute une question d'optimisation. Lorsqu'on fait du fuzzing, tout est une question de temps et de ressources. L'optimisation permet donc de trouver plus de bugs en moins de temps. Dans le fond, le fuzzing, ça prend beaucoup de temps, comme j'ai dit tantôt. Fuzzer, souvent, vous allez partir votre fuzzer pendant plusieurs jours. Fait qu'on veut que ce soit le plus efficace possible. Fait qu'idéalement, AFL devrait au moins exécuter de 500 à 1000 tests par seconde. Fait que quand que AFL est en train de runner, vous allez voir comme un petit écran qui vous affiche qu'est-ce qui est en train de se passer. Puis là-dedans, ça dit combien de tests qu'il est en train de faire par seconde. Si vous n'êtes pas à au moins 500 à 1000 tests par seconde, ça veut dire que vous avez besoin d'optimiser votre fuzzer. Comment on peut faire ça? On peut optimiser le fuzzer lui-même, ou plutôt, on peut comme y passer des arguments pour que ce soit plus optimal. On peut y donner plus de mémoire, fait que c'est plus de RAM. On peut mettre des timeouts pour chaque run. Fait que si il y a un flow d'exécution qui rentre dans une boucle infinie dans votre programme, ben on veut pas que notre fuzzer continue d'exécuter le test pendant comme 10 secondes avant de comprendre qu'il est en train qu'il est dans une boucle infinie. Fait qu'on peut y spécifier un timeout pour dire, mais si après tant de millisecondes, ton programme est encore en train de runner, ben c'est pas normal, puis il fait juste le killer. Puis il y a possibilité de faire un "-m" ou un "-s" pour lancer plusieurs instances du fuzzer. Puis ça va être des instances master-slave. Maintenant, on n'utilise plus ces mots-là, c'est plus vraiment à la mode. Pour lancer plusieurs processus AFL fuzz en même temps. Optimiser le code source. C'est maintenant qu'on en parle. L'instrumentalisation, vois-tu, maintenant je l'ai écrit comme ça. AFL, ça permet d'inclure des fonctions dans le code source pour optimiser les tests. Deux exemples, on a AFL Loop qui permet, fait que tu rentres ça dans ton code C ou C++, puis après ça, tu le compiles, puis ça va être comme une fonction qui va être inclue à la compilation.
Ça permet d'effectuer plusieurs tests pendant la même exécution. Fait que je peux comme écrire AFL loop puis dire loop à travers cette partie de code-là. Puis lui, il va exécuter un seul processus puis il va faire tous ses tests dans cette loop-là, dans le même processus. Fait que ça nous sauve beaucoup de temps parce qu'on n'a pas besoin de lancer un processus pour chacun des tests. Ensuite, la fonction AFL init, ça permet de dire à AFL exactement comme où est-ce que tu veux dans le code que ton test il commence. Fait que ça permet de comme sauvegarder comme l'état jusqu'à l'exécution de ça. Fait comme ça, il n'y a pas besoin de recalculer l'état d'exécution de ton programme à chaque fois. Il va juste tout le temps repartir du même bout d'exécution puis exécuter son code à partir de là. Fait que ça peut être des choses qui peuvent nous sauver beaucoup de temps dans l'exécution de notre code source. Puis c'est un peu la partie la plus difficile de fuzzer efficacement, c'est l'instrumentalisation. Encore plus si on n'a pas accès au code source, c'est encore plus difficile. Optimiser le corpus de texte, je l'ai évoqué un petit peu tantôt, puis peut-être que vous y avez pensé. Dans le fond, à chaque cycle, il génère des nouveaux codes tests qui ajoutent à son corpus. Ça peut être intéressant de re-runner encore AFL Tmin puis AFL Cmin dans le nouveau corpus de test pour réoptimiser les nouveaux tests qu'il a générés pendant son cycle précédent. Dernière partie, on a un peu déjà... C'est ce qui couvre la partie fuzzing. Le fuzzing dans l'intégration en continu. Comme j'ai dit au début, un des grands avantages, c'est que c'est automatique, le fuzzing. Fait en théorie, on peut intégrer ça dans un pipeline. Puis c'est quoi un pipeline, si vous ne savez pas c'est quoi? Ça ressemble à ça. Un pipeline d'intégration en continu. En fait, souvent on appelle ça un CI/CD pour intégration en continu et développement et déploiement en continu. Puis ça ressemble à quoi? On a notre version control. Dans le fond, ça va être GitHub ou GitLab ou Azure DevOps ou des affaires de même. Là, c'est comme une suite d'automatisation qui font que tu peux comme tout automatiser ton déploiement au complet. Fait que toi, tu fais juste écrire ton code, tu fais Enter, ça s'en va dans GitHub. Après ça déclenche un script que lui, il va builder ton application. Fait que s'il est en C++ ou en Rust ou en Java ou en Ruby ou en peu importe, il va comme prendre ton code puis il va soit le compiler ou l'interpréter selon ton langage. Il va runner les tests unitaires dessus, voir si tout passe. Il va les déployer, soit dans Docker ou sur une plateforme infonuagique quelconque, ou même si c'est on-premise, si c'est sur tes serveurs à toi, ça va déployer. Dans le fond, ça va exécuter ton code sur le serveur. Ça va runner des tests automatiques. Puis là, c'est là qu'on va pouvoir faire du fuzzing. Après ça, si ça passe tous les tests, ça va l'envoyer en production. Puis après ça, ben c'est ça. C'est ça un pipeline de CI/CD. Puis, ben c'est ça. Dans le fond, nous autres, ce qu'on veut, c'est rajouter du fuzzing dans toute cette histoire-là. Dans la vraie vie, c'est vraiment difficile de faire du fuzzing dans un pipeline d'intégration en continu. Fait que présentement, c'est vraiment rare qu'on va trouver des entreprises qui intègrent du fuzzing dans leur pipeline. Pas parce que c'est une mauvaise pratique, parce que c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. L'instrumentalisation puis le fuzzing efficace, c'est difficile, puis il n'y a personne qui sait comment faire ça. Ben, personne, c'est très très rare. C'est dur de trouver des employés qui savent comment faire ça. Puis après ça, il faut que tes employés y aillent dans chacun de tes projets, puis y aillent comme instrumentaliser ton projet. Il y a rentrer les fonctions que j'ai montrées tantôt de AFL, il y a les mettre à la bonne place dans ton code source pour que quand ça compile, ça va être mieux instrumentalisé. C'est vraiment compliqué. Le monde n'a pas le temps de faire ça. Le monde n'a pas les compétences de faire ça. Puis optimiser un fuzzeur, ben c'est long. Fait que ça vaut pas la peine, disons, pour les entreprises, de prendre tout ce temps-là pour instrumentaliser comme il faut, bâtir un corpus de tests comme il faut, puis avoir du fuzzing efficace pour chacun de leurs projets pour l'intégrer dans le CI/CD. Fait que c'est un peu dommage parce que c'est pas que c'est une mauvaise idée, c'est juste qu'on n'est pas encore assez efficace pour vraiment l'intégrer dans le processus de déploiement. Voilà, c'est ce qui conclut un peu la formation d'aujourd'hui. Bon, vous êtes tous ici des habitués, presque tous. Je pense que toi, c'est la première fois que je te vois, mais je suis pas certain. Deuxième, ok, oh, pardon. Fait qu'à chaque fois, je mets toujours une slide de pratique. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme devoir suite à la formation d'aujourd'hui? Sur le fuzzing, bon, la section un peu tutoriel, c'est des vidéos sur YouTube que je vous propose. La première, c'est la vidéo que j'ai plagiée aujourd'hui.
La deuxième, c'est une vidéo d'introduction au fuzzing, mais sur Windows, parce que tout ce que j'ai parlé aujourd'hui, c'est vraiment axé sur Linux. Et les programmes avec les plus de bugs, disons, c'est souvent des programmes propriétaires que les entreprises prennent pas le temps de fuzzer. Puis les programmes propriétaires, c'est souvent sur Windows. Fait que ça vaut la peine d'aller regarder comment on fait du fuzzing sur Windows. Le setup n'est pas exactement pareil. Un tutoriel beaucoup plus avancé par la chaîne Live Overflow, que vous connaissez probablement, qu'il a fait une suite de plusieurs vidéos où est-ce qu'il essaye de démontrer comment que quelqu'un aurait pu réussir à trouver la vulnérabilité CVE 2021-3156, que c'était une vulnérabilité dans sudo. Je ne sais pas si, pour ceux-là, que peut-être que vous vous en rappelez, c'était une vulnérabilité que tu faisais juste rentrer un payload dans sudo, puis comme tu étais automatiquement administrateur du système, ce qui était complètement fou. Puis, tu sais, c'est en 2021, ça fait pas longtemps, là. Fait que c'est ça, fait que c'était intéressant de savoir comment en utilisant AFL, quelqu'un aurait pu recompiler sudo puis runner ses tests pour réussir à découvrir cette vulnérabilité-là, qui était une gigantesque vulnérabilité de fou à l'époque. Bon, environnement de pratique, vous savez que je rajoute tout le temps des sections sur comment vous pouvez faire ça comme plus de façon pratique. Bien, évidemment, commencez par installer AFL localement et participer au projet du club. Voir le Discord. Buffer Overflow, bon, le lien est ici pour la vidéo de la formation de la dernière session. C'est tout. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci.